venue pour cette première séance de notre séminaire qui porte sur droit et mathématiques. À vrai dire, ça a été sujet d'un débat qui n'est toujours pas tranché, si on devrait dire droit et mathématiques ou droit et numérique. Il y a des avantages à l'une et l'autre des solutions. Et droit et numérique, on avait peur que ça réduise, ça ferme trop le sujet. Droit et mathématiques, ça l'ouvre démesurément. Donc voilà, on l'a intitulé droit et mathématiques, mais avec une clause d'inventaire en fin de séminaire pour savoir si c'était la bonne dénomination. Alors, pour cette première séance, il nous faut justifier pourquoi cette question de droit et mathématiques se pose aujourd'hui dans des termes renouvelés par rapport à d'autres époques, parce que c'est une vieille question. Droit et technique, c'est très 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 étudié, et on voudrait ce soir justifier cette expression et la justifier avec Jean Lassègue. Alors, on va se présenter brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a travaillé ensemble un livre qui s'appelle Justice digitale, mais en fait, ça fait des années maintenant qu'on discute ensemble, qu'on parle, et qu'on essaie avec deux approches différentes, lui de la part de la philosophie des sciences et de l'épistémologie et de l'anthropologie, moi du côté du droit, on expérimente en quelque sorte ce dialogue. Alors, Jean, si tu veux te présenter. Bon, oui, je veux bien. Donc, je suis chargé de recherche au CNRS, et je suis philosophe, et je me suis intéressé effectivement à la philosophie des sciences. Et en philosophe des sciences, je me suis intéressé à l'émergence de l'informatique. Ça m'a beaucoup occupé pendant de nombreuses années, et je me suis intéressé à partir de ce moment-là de façon plus sociétale, disons, aux conséquences du numérique sur la vie collective. Et j'en suis venu à avoir une démarche très anthropologique. Et je suis, après avoir été à l'école polytechnique, je suis maintenant dans un laboratoire de l'EHESS qui est essentiellement composé de sociologues et d'anthropologues et de linguistes. Bien. Donc effectivement, j'ai un peu varié. Disons que j'ai un parcours, ça prouve que je suis vieux, simplement. Et à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai rencontré Antoine pour des questions de philosophie, d'anthropologie. On s'est tous les deux vraiment rencontrés sur cette question du numérique et sur ce que ça modifiait dans les rapports sociaux. Alors lui, il l'envisage évidemment d'un point de vue juridique. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'essaye de comprendre un petit peu de quoi il est question. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit que les transformations que l'on voyait dans la société devaient être aussi étudiées du point de vue du droit, puisque le droit est au cœur même de l'intelligibilité des rapports sociaux. Et donc, il y avait une espèce de focalisation à avoir sur cette question du droit qui, à mon avis, est tout à fait importante pour un angle d'attaque particulier sur la société numérique et le type de rapports sociaux qui se produisent aujourd'hui. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque sur l'informatique, c'est le fait qu'on a aussi un angle d'attaque, mais on y reviendra tout à l'heure, mais ça me paraît très important de commencer par le dire, c'est qu'on s'est dit que l'informatique était une nouvelle étape dans l'histoire de l'écriture. Disant cela, on replace l'informatique dans une très très vieille histoire. Et donc on essaye d'avoir, ce faisant, une espèce de champ et de distance qui nous permet de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes et de ne pas être le nez sur la vitre en quelque sorte, d'essayer d'avoir un peu de distance telle qu'on en a besoin quand on fait des sciences sociales. Donc ça me paraît un deuxième point tout à fait capital. Et donc, voilà, mon parcours me sert un petit peu à la fois à préciser des choses sur l'écriture, sur l'informatique et en anthropologue aussi, à réfléchir à des questions de société d'aujourd'hui. Voilà.
Alors, et donc, moi, je suis entrée. Moi, je suis donc juriste et magistrat de formation de métier, mais j'ai travaillé sur le rituel. J'ai fait une thèse sur le rituel. C'est aussi un autre point qui nous a rapprochés. Alors, maintenant que Jacques Liviel est là, donc on peut commencer des choses sérieuses. Alors, en fait, ce sera notre présentation ce soir se fera en 3 points. D'abord, montrer en quoi, et c'est ça qui est très intéressant avec le numérique, c'est que ça nous oblige à revoir notre histoire de juriste différemment, avec des yeux différents de ce qu'on y voyait d'habitude. Donc, quelques mots pas très longs sur comment se produit la norme de droit dans le monde ancien, dans le monde classique. Et puis, ensuite, quelle est la grande nouveauté qu'on pourrait appeler, qu'on appelle la nouvelle légalité numérique? En quoi est-ce qu'elle fait l'égalité? Et puis, 3e point, pourquoi cette nouvelle légalité numérique oblige à repenser les rapports et à qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle discipline, droit et mathématiques. Donc, quelques mots sur la légalité du droit dans le monde ancien, pour prendre une expression consacrée. Eh bien, on se rend compte que le droit que les juges ou que les juristes appliquent, c'est-à-dire la partie rationnelle du droit qui est consignée dans des textes, dans le Code civil, dans la doctrine, dans la Constitution. Dans le fond, c'est la dernière couche de toute une succession de conditions qui ne sont pas explicites pour le droit. Lesquelles? Alors, il est classique de dire le droit est en prise avec les mœurs, avec un certain nombre de représentations partagées du monde, avec aussi en prise avec la volonté politique, la volonté législative, le mythe du législateur rationnel. Et le rôle des juristes, c'est de combiner rationnellement des règles qui sont prises à des époques différentes, pour des raisons différentes, par des organes différents, à des niveaux de normativité différentes. Ça peut être l'Europe, ça peut être des engagements internationaux, ça peut être des conventions, ça peut être la Constitution, ça peut être... Et donc, les juristes sont dans un travail permanent de rationalisation de choses qui ne sont pas nécessairement cohérentes et rationnelles entre elles. Ça, c'est le travail proprement juridique. Et ils y arrivent grâce à un certain nombre de dispositifs institutionnels et de rituels qui fait que c'est pas uniquement un travail en raison, c'est la parole du Conseil constitutionnel est plus importante que celle d'un juge d'instance, la parole d'un commentateur autorisé d'une décision de justice au JCP, pour les juristes qui sont là, a plus de poids que la mémoire de master d'un étudiant. Bref, il y a une hiérarchie sociale qui est indispensable. Alors ça, tout ça est bien connu. Mais on s'est rendu compte que, et c'est nouveau, et d'ailleurs c'est le travail, là on rentre dans ce que vient de dire Jean sur l'écriture. Dans le fond, on se rend compte que ce très très long travail de rationalisation du droit, qui a pour particularité qu'il cherche toujours à s'autoriser d'une étape antérieure. Et entre parenthèses, c'est une caractéristique de l'Occident, c'est-à-dire qu'il y a d'autres systèmes, notamment le système chinois, où une nouvelle dynastie réinvente tout de A à Z. Et ne doit rien au régime antérieur. En Occident, c'est tout à fait l'inverse. Il faut toujours s'autoriser de quelque chose d'antérieur. Et on y reviendra en deuxième partie. Et il faut que... et ce quelque chose d'antérieur doit être consigné dans une mémoire. Et bien sûr, l'écriture va jouer un rôle fondamental. Et l'écriture va dépasser un peu l'opposition civil law, common law, droit écrit, droit coutumier, parce que c'est beaucoup plus profond que cela. Alors, on reviendra donc sur la révolution graphique que perd le numérique, mais je continue. On découvre aussi, et je m'appuie là sur Durkheim, dans les formes élémentaires. Il a cette phrase que je trouve extraordinaire pour notre sujet. Dans l'introduction, il dit
Il existe à la racine de nos jugements, il ne visait pas les jugements juridiques, mais aussi les jugements juridiques. Il existe à la racine de nos jugements un certain nombre de notions essentielles qui dominent toute notre vie intellectuelle. Ce sont celles que les philosophes depuis Aristote appellent les catégories de l'entendement, notions de temps, d'espace, de genre, de nombre, de cause, de substance, de personnalité. Elles correspondent aux propriétés les plus universelles des choses, elles sont comme les cadres solides qui enserrent la pensée. Celle-ci ne paraît pas pouvoir s'en affranchir sans se détruire, car il ne semble pas que nous puissions penser des objets qui ne soient pas dans le temps ou dans l'espace, qui ne soient pas nombrables. Alors, j'ai rapporté cette citation de Durkheim sur les catégories de l'entendement, parce que précisément, ce qui se passe avec le numérique, c'est que ces catégories de l'entendement que nous prenions pour éternelles, l'espace, le temps, la causalité, la substance, eh bien, elles vont toutes être bouleversées, bougées par le numérique. Le numérique affecte les médiations à travers lesquelles on comprend le monde. Je ne reviens pas par exemple sur l'idée de territoire, mais le territoire qui est à la fois une réalité physique et une occupation politique donne au territoire une place absolument centrale. C'est ce qui permet d'enclore un système juridique national, de faire fonctionner un système international, c'est le système westphalien. Et donc, ensuite, c'est l'opposition terre-mer, sur laquelle va beaucoup écrire Carl Schmitt. Et donc, pour terminer cette longue introduction, on pourrait dire qu'il faut comprendre que la légalité, alors le terme de légalité est intéressant, on va garder le terme de légalité parce qu'il est commun aux mathématiques et aux ingénieurs et au droit. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose de commun. Tous parlent de légalité. Et ça montre que ce que les juristes, les facultés de droit prennent pour le tout, le droit écrit qui s'applique aujourd'hui en France ou en Europe, eh bien en réalité est le fruit d'un long et assez complexe emboîtement de différentes légalités. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça va nous permettre de placer ce qui se passe. Notre hypothèse centrale, c'est qu'on assiste à une nouvelle légalité numérique qui est une véritable révolution graphique. Et pour le comprendre, il faut revenir à ce qu'ont été les précédentes révolutions dans l'histoire de l'écriture. Oui, alors je te rappelle que ce qui nous a réunis d'abord, c'était un travail sur Cassirer, oui, tout à fait. Donc philosophe allemand, juif allemand, obligé de quitter sa chaire de Hambourg en 1933 au moment de l'avènement du nazisme, qui a un peu erré à travers l'Europe avant de devenir citoyen suédois, puis de mourir aux États-Unis. Et ce qui nous a intéressé dans l'œuvre de Cassirer, c'est précisément l'idée qu'il a essayé de penser le fait que les catégories dont il est question, les catégories changent en même temps. Donc réussir à rendre compte de ce qu'il appelle, dans la tradition kantienne que Durkheim connaît bien, les catégories de l'entendement, il faut réussir à se rendre compte qu'il y a des régimes historiques de ces catégories, et que donc il y a une espèce de voilure qui va se modifier au cours du temps, qui va changer toutes les catégories à la fois. Et donc c'est ça évidemment qui nous a occupés, nous, puisqu'on s'est heurté avec la question du numérique. C'est pour ça que c'est si dur d'ailleurs la question du numérique, c'est que tout bouge en même temps. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les images sont plus comme avant, mais l'espace est plus structuré exactement comme avant. Bref, que le sens en général et les catégories qui permettent de décrire ce sens vont toutes bouger et que c'est ce bouger qui pose problème. Voilà. Donc comment réussir à en rendre compte ? Et effectivement, notre angle d'attaque, ça a été de nous dire qu'il y avait quelque chose sur l'écriture qui bougeait et que l'écriture, c'est pas ce qu'on croit. L'écriture, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Quand on parle d'écriture, généralement, on pense évidemment à l'écriture des langues.
Et on a raison, d'ailleurs, puisque nos langues, bon, il y a 5000 langues à travers le monde, elles ne sont pas toutes écrites, mais disons qu'on aurait les moyens de les écrire toutes. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'écriture est un phénomène général qui va toucher toutes les catégories. Et on a en particulier regardé le moment grec, non pas du tout pour, comme on aurait pu encore le croire au XIXe siècle, dire que tout part de là et qu'il n'y a eu rien avant. Pas du tout. Dans le cas de l'écriture, on sait très bien que ça fait 53 siècles qu'on écrit en Occident. Donc ça fait bien plus longtemps que le moment grec proprement dit. Mais il se trouve qu'en Grèce, il y a quelque chose qui se produit. Et qui se produit dans plusieurs catégories à la fois, qui ont tout rapport à l'écriture. Il y a à la fois l'apparition d'un alphabet qu'on appelle vocalo-consonantique. Cet alphabet a ce site particulier que les Grecs héritent de l'alphabet phénicien qui n'écrivait que les consonnes, comme dans les langues sémitiques habituellement. Et bon, il y avait des lettres surnuméraires, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Toujours est-il que les Grecs les ont utilisées pour écrire leurs voyelles. Et à partir de ce moment-là, on a le système que nous connaissons via les Étrusques et les Romains, où on a le moyen de décrire ce que les linguistes appellent des phonèmes. Et ce faisant, on n'est plus limité au plan des syllabes. On a un système conceptuel qui permet de décrire toutes les langues et qui permet surtout de les décrire de façon objective. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus besoin, à partir de ce moment-là, de connaître la langue pour réussir à l'écrire. Si je prends une langue sémitique, il faut réussir à connaître la langue pour réussir à mettre les voyelles au bon endroit, pour pouvoir réussir à lire. Ce n'est pas le cas en grec. Vous n'avez pas besoin de mettre les voyelles au bon endroit puisqu'on vous les a mises d'avance. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'alphabet grec qui est très nouveau, c'est que c'est potentiellement mécanisable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose dans l'alphabet grec qu'on va retrouver dans la période digitale que l'on vit, c'est que finalement, une machine pourrait déchiffrer du grec. Et d'ailleurs, quand vous êtes, comme moi, en train de regarder une page sur Internet en vietnamien ou en turc, langue que je ne connais pas, je suis quand même capable de les déchiffrer. Or, évidemment, si je ne suis pas un locuteur de l'arabe ou de l'hébreu, je ne suis pas capable de lire une page sur Internet aujourd'hui. Donc ça, c'est une grosse différence parce qu'il y a un moyen d'opérer cette lecture de façon automatisée. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le cas grec, c'est qu'il ne se limite pas à l'alphabet. Il y a plein d'autres domaines qui sont touchés par l'idée fondamentale de l'écriture grecque, qui est celle de répertoire fini de marques combinables. Répertoire fini de marques combinables, c'est les lettres, mais ça peut être aussi tout autre chose. Par exemple, la monnaie. Exactement, la monnaie frappée. Les Grecs inventent la monnaie frappée pour des raisons complexes. Il y en a une au moins, c'est que leur système pour écrire les nombres, c'est tellement compliqué qu'en passant par la monnaie, on arrive à compter au moins, pour des nombres rationnels, j'entre pas dans les détails, on arrive très vite à compter. Donc qu'est-ce que c'est quand vous regardez par exemple les drachmes à Athènes, vous avez une unité qui est décomposable en quart, demi-drachme, quart de drachme, etc., ou 2 drachmes, bien. À partir de ce moment-là, vous avez des quantités qui sont plus ou moins lourdes, parce que vous avez mis plus ou moins d'argent dedans, et vous avez comme ça un jeu de marques qui vous permet de compter extrêmement rapidement. J'ai vu faire des gens complètement analphabètes par ailleurs, capables de manipuler des pièces de monnaie à toute vitesse, et sur 2 bases à la fois, en base 10 et en base 5, sans aucun problème. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se produire. Vous avez des marques concrètes que vous pouvez combiner de façon tout à fait rapide. Alors je parle de la monnaie, c'est pas tout à fait un hasard, puisque aujourd'hui l'ère digitale, elle est très liée aussi à un nouvel état de la monnaie. Mais ça n'est pas simplement la monnaie en Grèce ancienne. On commence à étudier aussi des rapports combinables entre marques finies dans bien d'autres domaines, par exemple en géométrie.
quand on commence à regarder des figures dont on commence à se dire, mais alors ces figures-là, combien il y en a? Est-ce qu'on pourrait en dresser la liste exhaustive ou ce genre de choses? On commence à se dire, tiens, peut-être qu'on pourrait classer les figures, réussir à les décrire à partir d'un certain nombre d'éléments premiers combinables. Pareil avec l'atomisme, vieille idée physique, Démocrite, donc philosophe présocratique, qui dit, tiens, mais finalement, le monde pourrait se décrire comme les lettres de l'alphabet. Un atome, c'est comme une lettre. Et donc, si même 200 ans plus tard, Aristote va se moquer de lui, toujours est-il qu'il a cette idée que, de même qu'une lettre, finalement, n'a aucun sens en elle-même, mais qu'il faut la combiner pour réussir à faire des mots qui ont des sens, de même, on peut combiner les atomes pour faire toutes les formes de la nature. Donc c'est une espèce de révolution extraordinaire dont on n'est pas complètement sorti. Les ingénieurs du CERN, finalement, ne sont pas beaucoup plus avancés après tout. On est dans le même ordre d'idées. Donc ce que je voulais indiquer là, c'est que quand on dit écriture, il ne faut pas simplement songer à écriture de la langue ou des langues, mais c'est bien quelque chose de beaucoup plus vaste et qui touche donc toutes sortes de rapports sociaux, qui soient économiques, qui soient linguistiques, qui soient musicaux aussi. C'est aussi la première fois qu'on a une théorie de la musique, des rapports entre les cordes des instruments, ou scientifiques. Bien. Donc ça nous a paru tout à fait important parce qu'on peut tracer, à travers l'histoire de l'Occident, on peut tracer toutes sortes de liens qui nous amènent jusqu'au numérique. Et ce qu'on voit surtout, ce qui est très impressionnant, c'est combien ces liens sont à la fois peuvent se regarder de façon très autonome, mais voir aussi comment il peut y avoir des croisements. Par exemple, je prends juste un exemple et puis je rendrai la parole à Antoine. Si vous pensez à la première mécanisation en Occident, vous allez penser, par exemple, à l'imprimerie. Vous allez vous dire, oui, l'imprimerie, tac, tac, on imprime des bouquins, on en fait plein, et on couvre un champ, on produit un lectorat, etc. C'est vrai, c'est pas la première, contrairement à ce qu'on dit. La première, c'est la monnaie frappée. En Grèce ancienne, on a mécanisé la production des pièces, et on en a tellement aujourd'hui qu'on ne sait plus quoi en faire des pièces grecques. Il y en a plein les musées partout. Je me rappelle, j'étais à un musée en Angleterre où le conservateur m'a dit « Ah, c'est catastrophique, il y a encore un type qui, avec sa poêle à frire, m'a ramené un trésor, je ne sais pas quoi je vais faire, c'est des pièces romaines, je ne peux pas les jeter, j'en ai plein les placards, qu'est-ce que je fais ?» Bon, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Je suis désolé pour lui, mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le fait que la mécanisation était déjà en place dès l'époque de l'Antiquité grecque, sur ce cas particulier qui est la monnaie. Donc ça va dans le sens de ce que je disais, c'est-à-dire quelque chose de potentiellement mécanisable, un répertoire fini de marques que l'on peut combiner. Donc, quand on regarde la mécanisation, on voit que effectivement, elle passe d'abord par cette métallurgie des pièces. Je fais remarquer que Gutenberg et l'imprimerie, Gutenberg vient d'une famille d'orfèvres. Donc la métallurgie, le fait qu'il utilise des caractères mobiles pour faire les premiers textes n'est pas complètement, innocent. Et j'aurais tendance à croire que finalement, ce métal jaune qui, depuis l'Antiquité, est battu, se retrouve dans l'électricité puis dans l'électronique. Je crois qu'il y a une espèce de tradition là, métallurgico-électronique, si je peux dire, qui vient des Grecs. Donc c'est un exemple, une espèce de phylum comme ça, et on peut étudier la façon dont ces différents fils entre alphabet, géométrie, arithmétique, atomisme se croisent à plusieurs moments capitaux dans l'histoire dans l'Occident. L'intérêt pour nous, c'est pas tellement de faire une recherche historique, bien que ce soit très important et on se repose sur des tas de travaux de savants. Ce qui nous intéresse, c'est de voir aujourd'hui ce qui se produit avec le numérique et comment le numérique produit quelque chose de nouveau en recroisant ces différents phylums. Voilà.
Oui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est en revisitant l'histoire du droit occidental, on se rend compte que cette révolution de l'écriture, elle permet une nouvelle compréhension de la loi des 12 tables, qui est le premier texte écrit chez Romain, 499. Et c'est intéressant parce que voilà, les 12 tables, c'est la première fois qu'une trace écrite reste. Et reste de manière présente la permanence de l'écrit. Et la permanence de l'écrit change le rapport au droit. Et on pourrait faire un rapprochement rapide avec quelque chose qui se passe dans l'histoire de l'Occident et qui est fondamental, qui est bien sûr l'histoire de l'imprimerie et le rapport au texte sacré, la naissance du protestantisme et donc la révolution de la modernité, sola scriptura. C'est un accès au texte, un accès à la permanence du texte. C'est ça qui est très important. Alors, avec le numérique, je vais rapidement parce que avec le numérique, notre hypothèse, c'est qu'on est dans une révolution qui est comparable. Tout bouge en même temps. Tout bouge en même temps. La référence bouge en même temps que les propositions. Et on aurait tort de fétichiser la technique. En réalité, il y a beaucoup de transformations dans notre temps qui vont, l'emprise de l'économie, la mondialisation, l'extension du modèle économique pour comprendre toutes les relations humaines, qui vont bouger en même temps et qui sont synergétiques, on pourrait dire. Mais alors, plus précisément sur qu'est-ce que c'est que cette nouvelle écriture, elle consiste en des règles de réécriture. Elle consiste en des règles de réécriture qui sont tout à fait originales, tout à fait uniques, parce qu'elles sont muettes, elles ne disent rien, contrairement à l'écriture grecque. Elles sont opaques. Tu veux peut-être développer alors ça me paraît très important quand on regarde très rapidement. C'est très rapide. Quand on regarde l'apparition de l'écriture en Mésopotamie, on voit que l'écriture hérite en fait d'un système plus ancien encore, au moins 5 ou 7 000 ans, qui est essentiellement un calcul par bâton. Mais le problème des bâtons, comme vous savez, c'est qu'on a tendance à se mélanger. Et bon, finalement, combien il y a de bâtons, on ne sait pas. Et on invente à partir de ce moment-là des moyens linguistiques de dire les nombres. Il y a une petite remarque. Ça marche, ça ? Oui, ça marche, oui. Oui. Bon, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Bon, ça marche jamais. Ça marche jamais, vas-y. Non, ça marche pas. Non, mais je vais le faire comme ça. Si vous avez toutes sortes de bâtons, vous voyez bien qu'on très très vite on les confond. Si vous avez ça, vous savez l'interpréter comme un 2. Mais parce que vous connaissez le code, parce qu'il y a un seul signe. Donc un seul signe, normalement, ça devrait renvoyer à une seule chose, si c'était comme un bâton. Si vous avez un signe qui renvoie à une dualité, vous êtes obligé de le dire que ça veut dire 2. Donc vous êtes obligé d'en passer par le langage. Bien. Donc ce qui se produit comme révolution à partir de ce moment-là, c'est qu'on sort de l'alignement des bâtons et qu'on entre dans un rapport compliqué entre l'écriture et la parole. Et l'informatique a ceci de très particulier que l'on en revient au bâton. On en revient au bâton. Donc on en revient à un système préhistorique, extrêmement rapide grâce à l'électronique, mais qui d'un certain côté est complètement muet lui aussi. Qui est complètement muet. Donc il faut réussir ensuite avec l'informatique à faire parler ces marques. Et réussir à faire parler ces marques, c'est très compliqué, ça demande toutes sortes de logiciels pour faire en sorte que ça nous parle. Mais pour arriver à faire que l'informatique soit du texte, ça demande des efforts considérables. Donc je suis intervenu là parce que Antoine parlait du droit comme le règne du texte. Mais ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, le problème de la légalité numérique aujourd'hui, c'est que justement, ça n'est plus un texte. On se trouve confronté à quelque chose qui relève d'un code de type bâton. Et donc, il faut réussir à avoir des instruments qui nous permettent de passer des bâtons au texte. Voilà. Oui, donc c'est un. On va pas rentrer dans le détail de l'informatique et de sa nouvelle écriture. Pour quelques traits, c'est une écriture, c'est un système de codage qui est muet, qui est opaque, qu'on ne comprend pas. Si on lit des suites de chiffres, on ne comprend rien. On ne peut pas en tirer du sens. Le sens étant reporté
au début, dans l'esprit du programmeur et de celui qui lance la machine, et à la fin, celui qui arrête la machine pour observer et en déduire quelque chose. C'est une écriture qui a une profondeur, qui produit elle-même sa propre matière par certains côtés, et qui a cette particularité qui est tout à fait nouvelle, c'est que les instructions et la matière qui doit s'y conformer ont la même forme. La même forme c'est des nombres. C'est des suites de nombres. Alors, c'est un nouvel équivalent général qui va permettre de mettre énormément de choses en rapport les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'elle peut mettre en rapport, ça c'est le propre de l'équivalent général, c'est de pouvoir mettre des choses hétérogènes. Mais là, les événements, les éléments, les objets qui vont pouvoir, les sujets, les images, tout va pouvoir être mis en cohérence grâce à cet équivalent général. Peut-être qu'il faut dire quand même ce que c'est qu'un équivalent général. Très rapidement, l'exemple d'Aristote, au départ, c'est vous avez une paire de chaussures et vous avez un morceau de viande, ils sont incomparables. Donc comment réussir à les comparer? Vous utilisez la monnaie. Donc vous les quantifiez. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire une équation, même si ce n'est pas le mot qu'il emploie, et vous pouvez dire, oui, le morceau de viande, ça vaut tant par rapport à une chaussure qui vaut tant. Et à partir de ce moment-là, ça devient comparable. Donc la monnaie est un équivalent général. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, cet équivalent général est beaucoup plus puissant que la monnaie, puisqu'on arrive à numériser des textes, des images, des sons, de la monnaie, évidemment, de la valeur. Et donc, c'est ça dont il est question aujourd'hui. C'est comment faire en sorte de rendre compte de cet équivalent général. Et l'exemple que je prenais hier, parce qu'il est tout frais, et, il m'a été rapporté hier matin, c'est la police chinoise a un logiciel qui repère les zones des villes ou de la campagne dans lesquelles se produisent un type de délit particulier. Et ensuite, elle modélise le comportement le plus corporel des personnes qui commettent ce type de délit. Et ils ont remarqué que, par exemple, un garçon ou une fille qui longe des voitures pour regarder à l'intérieur et savoir s'il n'y a pas quelque chose à voler, a une attitude corporelle tout à fait particulière, qu'on peut modéliser. Et ensuite, grâce à la biométrie, on regarde le visage, donc on est capable d'identifier cet individu et de faire un passage à son casier judiciaire et les données personnelles, le fichier, etc. Et ce qui donne donc un logiciel qui est particulièrement puissant pour identifier des auteurs d'infractions, alors en même temps, de manière concomitante avec leur possible commission. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est, vous voyez, qu'est-ce qu'on met en rapport? On met en rapport des cartes, une carte de la ville, un comportement, une attitude corporelle, de la biométrie, des données personnelles. Et tout cela fonctionne ensemble de façon à pouvoir offrir un produit qui va faciliter le travail de la police en ayant modélisé. Et alors, ils ont fait la même chose pour les victimes, et notamment les victimes d'agressions sexuelles, qui ont une attitude très particulière. Ça, la criminologie, on le savait déjà. Et c'est tout à fait formidable parce qu'ils permettent donc d'avoir sur une population, de repérer des femmes qui vont avoir, notamment des femmes en matière sexuelle, d'atteinte sexuelle, qui vont avoir une attitude particulière, craintive, hésitante, et donc qui sont possiblement des victimes. Donc, alors, même chose, on répertorie de façon très très précise sur une attitude comportementale. Jamais entendu parler de ça, et je trouve ça vraiment assez... Voilà. Alors, ça veut dire que, revenons à notre réflexion, ça veut dire que les spécificités de ce qu'on appelle l'ordre graphique, elles sont très particulières, parce que avant les catégories de l'entendement, elles étaient préalables, en quelque sorte, à une activité, à une connaissance, aux règles sociales. Et aujourd'hui, on va voir des distinctions majeures des deux catégories de l'entendement du monde ancien qui vont être bouleversées, voire transgressées. Nature, culture. Le cerveau est comme un ordinateur et le cerveau explique le comportement social. Physique, social. Réel, virtuel. Privé, public. Droit fait. Sujet-objet, et bien sûr le droit et le fait, qui n'est pas la moindre perturbation, parce que ça veut dire que à partir du moment où le droit et le fait on assiste à une inversion qui est particulièrement perturbante pour les juristes, parce que le droit devient une caractérisation parmi d'autres de la réalité, avec cette surlecture que
que propose le numérique. Donc, on peut parler d'une nouvelle définition de la légalité numérique. Pourquoi ? Parce que, en raison de cette incorporation, cette mise en système beaucoup plus grande du réel, eh bien, il y a 3 caractéristiques qui sont particulièrement importantes. Tout d'abord, la légalité numérique se définit par la régularité. La régularité désigne une règle, une norme obtenue par la quantification et cette régularité qui permettra ensuite d'anticiper, de prévoir, de prévisibilité d'avenir. Alors, appliquer au droit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on remarque que tel juge dans tel dossier décide toujours la même chose, ça veut dire que la règle n'est pas la règle qui est écrite dans la loi, mais la règle qui est effectivement appliquée par les juges. Alors il y a un exemple et un motif de réflexion. L'exemple, c'est ce que fait Bensoussan en matière de licenciement, ce qu'il appelle la courbe normative. Il a dessiné en matière de licenciement une courbe qui est très intéressante, alors qu'en fait, elle est partiellement invalidée par les ordonnances Macron, mais qui sont en train d'être mises en application. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, les indemnités augmentent avec la présence dans l'entreprise, et puis au bout d'un certain temps, elles stagnent, tant qu'il peut évaluer pratiquement au jour près. Elles stagnent pendant très longtemps, et de manière tout à fait contre-intuitive, elles ont tendance à baisser en fin de contrat de travail. Alors il n'y a qu'une machine qui peut dire un truc comme ça. Jamais on n'aurait pensé, c'est tout à fait bon. Et alors, à chaque fois qu'une décision est rendue, il alimente ce qu'il appelle sa courbe normative. Et il dit, mais bon, vous les juristes, vous pouvez dire ce que vous voulez, écrire les lois que vous voulez. C'était vrai avant les ordonnances Macron, parce que Macron a déjoué le piège. Mais moi, la loi, c'est ça. Et si on croise cela avec cette phrase d'un grand juge américain qui est le fondateur de l'école du réalisme juridique, Oliver Holmes, il dit « Pour moi, le droit, c'est pas ce qui est écrit dans les textes. Le droit, c'est ce que décideront les juges ou les administrations. C'est ça le droit. » Et c'est une révolution intellectuelle parce qu'il va permettre effectivement de changer la perspective, notamment aux États-Unis. On est dans les années 20 et c'est une grande école qui dure jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que ça brouille, c'est la différence droit-fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça que ça brouille. Alors, à partir du moment où des startups comme Caslo Analytics peuvent nous dire précisément quelque chose que les juges ne savent pas eux-mêmes, ça, c'est très important. C'est-à-dire que les juges et les juristes, ils savent beaucoup de choses sur le droit, ils ne connaissent pas la production. Et je l'ai vécu moi-même, d'ailleurs, un jour où, en tant que juge des enfants, on s'est appliqué cette règle à mes dossiers et j'ai été très surpris de savoir ce que j'avais décidé moi-même. La géolocalisation est essentiellement une auto-localisation. Elle est à plus de 80% une utilisation pour soi. On veut savoir où on est avant d'être un instrument de surveillance. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre la règle, si on reprend notre affaire d'écriture, ça veut dire qu'entre la règle qui est énoncée dans le Code civil ou dans la Constitution et son application et la manière dont elle va être comprise et appliquée par les citoyens, s'introduit un nouveau registre de connaissances qui est inaccessible aux citoyens qui deviennent analphabètes, qui ne peuvent pas l'appliquer eux-mêmes, qui est détenu par un tout petit nombre de personnes qui sont des nouveaux scribes, et qui répondent nécessairement à une logique du marché et à une technique qu'on ne connaît pas. Donc vous voyez bien que l'écart entre une règle, alors la Constitution, le premier amendement de la Constitution américaine dit que la liberté d'opinion, de croyance, etc. Ça c'est très bien. Maintenant, je peux vous dire, moi, très précisément, ce que ça va vouloir dire concrètement pour vous, que vous ne savez pas, et que les juges de la Cour suprême ne savent pas. Mais ça, cher ami, il faut payer pour ça. Où les parties sont plus vraiment égales devant l'accès à ce savoir. Alors, c'est premier élément, la régularité, qui change énormément de choses. Deuxième élément, la mise en évidence de corrélations et de corrélations qui prennent une valeur de nécessité. C'est-à-dire, on trouve, et alors ça pose philosophiquement des problèmes qui sont très importants, parce que ça veut dire qu'en fait, on isole une nouvelle, une nouvelle valeur du réel
qui est un réel assimilé à la nature, mais qui n'est assimilable ni à la matière ni à l'énergie. C'est comme ça que ça se passe, et c'est ce qui a été mis en évidence par les big data et par le travail algorithmique. Oui, c'est-à-dire qu'on trouve des corrélations, et à partir de ces corrélations qui sont les faits, on va pouvoir effectivement tâcher, on essaye... Des faits qui sont à la fois sociaux et en nature, qui sont les deux. Oui, et on essaye d'avoir des prédictions sur l'avenir, grâce à ces régularités. Donc effectivement, épistémologiquement, le problème qui se pose, c'est de se demander s'il est juste de tirer des conclusions sur le futur à partir de ce qui s'est déjà produit. Évidemment, la question immédiate qui se pose, c'est celle de la possibilité du nouveau, hein, comment le prendre en compte, si c'est possible. Et ça pose toutes sortes de problèmes épistémologiques. Hein, on va y revenir. On y viendra peut-être tout à l'heure. Alors, troisième caractéristique, c'est que ces régularités et ces corrélations permettent un traitement automatisé par un système. C'est-à-dire que aujourd'hui, on dit mais une règle de droit, c'est quelque chose de tout à fait archaïque. De mettre une limitation de vitesse, par exemple, la limitation de vitesse, c'est une limitation qui s'applique qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, avec des conducteurs inexpérimentés ou des très bons conducteurs, avec des bonnes voitures et puis des guimbardes. Ça n'a aucun sens. Et pour certains, c'est une c'est une perte de temps. Pour d'autres, ils vont beaucoup trop vite. Donc, pourquoi ne pas penser de manière algorithmique, bien sûr, à une limitation de vitesse qui sera adaptée à tout cela, qui sera à la fois situationnelle, personnalisée au véhicule, personnalisée au conducteur, et dire, ben, voilà, vous pouvez conduire à 135 km/h si vous êtes sur le périph' à 2 heures du matin, sèche, il n'y a pas de circulation, tout va très bien. Pourquoi cette limitation stupide à 80 ? Et en même temps, un jour où il pleut et que c'est une sortie de vacances, etc., ou départ en vacances, eh bien 80, c'est beaucoup trop. Faut rouler à 35 à l'heure. Puis ça permet de réguler le trafic pour pas engorger la porte de la chapelle, etc., etc. Mais c'est tout à fait réel, quoi. C'est tout à fait sensé. Pourquoi le feu rouge ? Instrument archaïque s'il en est. C'est-à-dire qui fait attendre la même durée aux automobilistes, et on le voit tous les jours dans Paris, c'est-à-dire que quand il y a un embouteillage et qu'il y a un feu rouge, c'est absurde, parce que personne n'a avancé, il est passé, on a avancé de 3 mètres, on a grillé le feu rouge, ah ben non, il était vert quand je suis passé, bon. Alors ils disent, il faudrait qu'il y ait des systèmes de normes qui soient adaptés, et dans le fond que dans chaque véhicule, il y ait une indication de la vitesse optimale, celle qui permette de mettre le moins en danger les autres véhicules et sa propre vie, et de gagner du temps. Et c'est intéressant parce que ça c'est un exemple très, très, très commun, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Parce que tendanciellement, on va dire, bah oui, mais attendez, on va mettre ça pour chaque véhicule. Ça aussi, c'est encore un peu ringard. En fait, on va mettre un contrôleur de vitesse qui sera par une centrale du trafic de la région de San Francisco, qui sera directement dans le véhicule. Et vous n'aurez qu'à tourner le volant et appuyer de temps en temps sur le piton, en sachant que vous ne pourrez jamais déplacer cette vitesse que vous ne connaissez pas, qui sera décidée par la centrale et qui fait que cette vitesse sera optimale. Bon. Alors, tendanciellement, c'est la disparition du tiers. C'est la disparition d'une règle générale. C'est la disparition d'un moment qui suspend les relations pour dire qui a tort, qui a raison. C'est une algébrisation du tiers, on pourrait dire, et qui implique beaucoup de conséquences. Alors, on en arrive au troisième point, parce que tout ça, c'était pour dire que vous voyez qu'il y a bien une normativité qui est décidée par le numérique. Et cette normativité, qui est tout à fait nouvelle, parce qu'elle est très, très perturbante, elle bouleverse les catégories anciennes, elle doit répondre à des critères de validité. Et ces critères de validité, eh bien, il y en a 5, on en a identifié 5, et on va essayer de les énumérer en partant de l'idée suivante. Qu'est-ce qui s'est passé pour le droit ?
qu'est-ce qui s'est passé au cours du XXe siècle pour le droit? C'est-à-dire que, pour faire très très rapide, le droit a toujours cherché son centre de gravité et sa référence à l'extérieur de lui-même. Ça a d'abord été dans la référence transcendante, celle de Dieu, de la théologie, puis ça a été la politique, l'absolutisme, Hobbes, et puis ça a été les mœurs, droit et société, c'est-à-dire qu'il faut un droit qui soit en conformité avec les mœurs, puis ensuite ça a été bien sûr l'histoire, c'est la grande histoire, c'est la grande école de l'école historique allemande de Savigny, les Allemands perturbés par l'arrivée du Code civil disent non, nous on ne peut pas avoir un code qui soit décidé par la volonté politique. Pour nous, le code doit reproduire eh bien, ce que nous avons toujours été, nous autres Allemands. Donc c'est l'histoire qui est notre référent ultime du droit. Et c'est tout le débat tout le 19e allemand entre l'école historique de Savigny et puis l'école opposée qui finalement on arrive au Code civil. Bon. Et puis après on a vu la rationalité économique, law and economics. À chaque fois, le droit cherche désespérément quelque chose en dehors de lui-même. On dirait il y a quand même le positivisme juridique. Positivisme juridique qui s'est effondré dans le cours du même XXe siècle. Il s'est effondré parce que quand le droit est autoréférent dans ses règles, eh bien, il cautionne le pire, et c'est l'expérience des totalitarismes, et dans lequel eh bien, ce qu'a très bien montré Hannah Arendt, finalement, qu'il s'agisse pour le droit nazi de la loi de la nature, de la race, ou pour le stalinisme de la loi de l'histoire, qui sont des véritables critères externes écrasants, d'ailleurs, est tellement écrasant qu'ils écrasent tout l'appareil juridique, elle provoque un effondrement. Et le grand enjeu depuis de ces dernières décennies, c'est que le droit retrouve un élément extérieur, mais un élément extérieur qui sera, dans ses formes mêmes, qui sera à la fois externe et interne. C'est ce que va lui offrir le numérique et, d'une manière générale, les neurosciences. C'est-à-dire, on va pouvoir vivre. Mais c'est intéressant, je me suis replongé dans le bouquin de Dupuis sur la naissance des neurosciences, c'est quasiment explicite, c'est-à-dire, bon, les référents externes nous ont conduits à la guerre et à la barbarie, il faut qu'on trouve une manière de vivre qui soit plus scientifique, plus rationnelle et qui évite l'effondrement, mais qui ne peut pas être complètement interne. Et donc c'est là où on retrouve l'importance que va revêtir aujourd'hui cette légalité numérique pour la vie du droit, mais on pourrait dire exactement la même chose sur la médecine, exactement la même chose pour la psychiatrie. Je vous renvoie au bouquin d'Ehrenberg, et on voit exactement la même chose dans beaucoup de domaines. C'est cette idée de la validité interne-externe de nature systémique, sur laquelle vont reposer désormais le système juridique, mais également la recherche en sciences cognitives et sur le comportementaliste, etc. Donc le numérique vient nous sortir le droit d'une impasse. Historiquement, d'ailleurs, ça se suit immédiatement. Alors, donc, il est très important de disposer, c'est pour ça, c'est toute la raison d'être de notre approche droit et mathématique ou droit et numérique, c'est comment est-ce qu'on va évaluer la validité de ce nouveau référent du droit. Comment est-ce qu'on va évaluer sa validité? Eh bien, on distingue 5 paliers. 5 paliers, oui, parce que ils s'organisent un peu comme ça. 5 critères de validité, le premier étant de nature épistémologique. Oui, alors ce que tu veux dire par là, c'est quand tu dis qu'il y a 5 paliers, ce qu'on voudrait essayer de faire remarquer, c'est qu'en même temps, ils ne sont pas séparables. Non, ça, bien sûr. C'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions épistémologiques sur le numérique, il y en a plein. Bon, il y a des réflexions... Alors, on va les décliner ensuite. Voilà. Point de vue épistémologique. Donc, le point de vue épistémologique, c'est le point de vue qu'on a un peu abordé dans le livre, c'est-à-dire qu'on a essayé de montrer que l'informatique avait des limitations internes. Et que si elle a des limitations internes, il ne faut pas croire évidemment que numériser le droit permettrait de régler tous les problèmes. Si l'informatique a un certain nombre de problèmes épistémologiques, en particulier que la calculabilité
possède sa propre limitation interne, c'est donc qu'il y a de l'incalculable. Et donc à partir de ce moment-là, s'il y a de l'incalculable, ça pose évidemment toutes sortes de problèmes qui vont se répercuter sur le droit. Alors ça, c'est un point sur lequel on a pas mal travaillé ensemble. Et généralement, quand on en parle aux épistémologues de l'informatique, ils nous disent oui, bon, d'accord, vous avez raison, du point de vue théorique, il y a toutes sortes de limitations, mais bon, c'est des limitations très théoriques. Pour vous qui faites du droit, ça n'a pas d'importance. Et je pense que c'est un mauvais raisonnement. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on connaît ces limitations internes, on est aussi capable, les connaissant, d'avoir une certaine distance par rapport à l'usage qu'on fait de l'informatique. C'est pas pareil de se dire l'informatique, oui, c'est le domaine du calculable, et finalement, qu'est-ce qui n'est pas calculable ? Il n'y a rien qui ne soit pas calculable, donc l'informatique va étendre son empire à la totalité des rapports sociaux, ou bien de se dire que c'est pas comme ça qu'elle est née. Elle est née précisément d'une réflexion sur l'incalculable, où on a réussi à délimiter un champ du calculable indéfiniment ouvert, mais qui ne peut pas régler toutes les questions mathématiques. Bon, donc, à partir de ce moment-là, vous commencez à avoir une certaine distance par rapport à votre objet. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on apprend quand on fait de l'histoire des sciences, et en particulier l'histoire des mathématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas collé à son objet. C'est qu'on se rend compte que l'usage de l'objet implique un certain nombre de conditions, et que si ces conditions ne sont pas réunies, l'usage en question est remis en question. Donc nous, ce qu'on a essayé de montrer, d'un point de vue épistémologique, c'est cette idée que les limitations internes des formalismes qui touchent très précisément à la question de la calculabilité ne peuvent pas être ignorées quand on applique le numérique au droit. Alors c'est un débat qu'on a, puisque évidemment tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Un certain nombre de gens essayent de nous dire non, on peut détacher ça finalement, on peut s'en moquer. En fait, notre idée dans le séminaire, c'est au contraire d'avoir une réflexion qui est à la fois épistémologique et juridique. Et donc en se disant que ça a rapport, ça permet de mieux saisir les objets et surtout de les saisir autrement. Donc ça, c'était notre premier point, épistémologique. Deuxième point, le niveau proprement scientifique, c'est-à-dire de la validité interne aux mathématiques ou à l'informatique des propositions qui sont faites. Oui, alors là aussi, on va faire intervenir des mathématiciens, entre autres, qui ont une réflexion épistémologique sur leur propre pratique. Alors, c'est là où, effectivement, on a voulu dire que le séminaire s'appelait droit et mathématiques et pas droit et numérique. C'est parce qu'on s'est dit qu'il y avait toutes sortes de modèles mathématiques qui sont employés aujourd'hui, qui peuvent avoir ensuite une applicabilité algorithmique. Mais la question des modèles reste une question tout à fait importante et ne relève pas simplement de la mise sous forme de programme, pour ainsi dire. Il y a toutes sortes de réflexions en amont qui sont faites d'un point de vue scientifique, qui portent sur les bons modèles à employer pour décrire les objets. Et c'est ça qui est très important. L'exemple le plus simple de ça, c'est en finance, où on a toutes sortes de modèles mathématiques qui ne semblent avoir aucun rapport avec la finance, au moins à première vue. Et en fait, ça en a beaucoup. Donc notre pari épistémologique, c'est de dire la science produit un certain nombre de modèles. Il faut voir comment ces modèles fonctionnent et essayer d'avoir une certaine réflexivité épistémologique sur eux. C'est la raison pour laquelle on fait intervenir au cours des séances à la fois des scientifiques et des épistémologues. Troisième niveau. Donc là, on était dans
dans un débat qui est interne aux mathématiques ou interne à l'informatique, de savoir par exemple quel est le bassin pertinent de décision pour pouvoir établir une proposition et quelle proposition. C'est ce que tu fais et c'est un certain nombre de... et ça, dans le fond, c'est très compliqué, c'est très difficile à comprendre, mais c'est tout à fait essentiel pour la validité scientifique de la proposition qui pourra être déduite de ce raisonnement qui est strictement un raisonnement mathématique, qui n'a pas encore rejoint le droit. Il va rejoindre le droit dans la proposition finale. Mais se pose aussi, troisième problème, la question de la transposabilité des notions issues de sciences dures qui vont être appliquées dans la vie juridique ou dans la vie sociale. Alors, en fait, c'est ce qui nous a beaucoup frappé en travaillant ce livre, et on ne les a pas toutes notées d'ailleurs, c'est de voir l'importance, encore plus aujourd'hui, de notions qui viennent de la physique ou de la chimie ou de la thermodynamique et qui sont appliquées et souvent qui sont transposées sans aucune précaution dans le domaine social, en l'occurrence, le domaine du droit. Alors, je pense à incrémental, ou je pense à l'entropie, ou je pense à... Oui, ou l'exemple que tu donnais tout à l'heure, Stanislas Dehaene, qui dit tout à fait, oui. L'enfant est un ordinateur merveilleux. Oui. Hier matin, sur France Culture, il parlait on parlait de la violence à l'école. Alors, c'est tout à fait typique. La question de Guillaume Erner, c'était qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la violence d'un gamin qui braque sa professeure? Et il répond en termes de neurosciences. Je ne sais pas si certains de vous ont écouté cette émission. Et dans le fond, et à la fin, il dit « Mais n'oublions pas, le cerveau de l'enfant, c'est un merveilleux ordinateur. » Il répond, bon, alors, cette assimilation de l'ordinateur au cerveau, le cerveau comme un ordinateur... oui, c'est terrible, ça fait 30 ans qu'on se bat contre ça. C'est ça. Mais ce qui est... Alors, ce qui est quand même très intéressant, et ce qu'on voudrait faire dans le séminaire, parce que c'est ce que les juristes commencent à faire, ce que je disais en première partie, c'est la nécessité dans laquelle nous met cette transposition de revisiter nos propres catégories. Toutes nos catégories. Les catégories scientifiques, comme les catégories de physique, comme les catégories juridiques. C'est-à-dire que l'épistémologie commence quand on se dit que l'usage d'un outil implique un certain nombre de conditions. Et donc, il faut analyser ces conditions préalables pour réussir à justifier de la pertinence de l'outil. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est typiquement le cas quand on dit l'enfant est un ordinateur, ou le cerveau de l'enfant est un ordinateur. À partir de ce moment-là, on a fait une transposition, on a pris un concept, on l'a mis dans un tout autre contexte qui va avoir des effets complètement différents. Et c'est évidemment ça qui pose problème d'un point de vue épistémologique. C'est le fait que le transfert d'un concept ailleurs que dans sa sphère originelle est possible. C'est pas que ce soit pas impossible, c'est possible. Mais il faut le faire avec toutes sortes de précautions parce que ça entraîne des changements dans les conditions de possibilité d'usage de ce concept. Et ça, on l'a vu constamment. Quand on a... Constamment. Alors, c'est intéressant parce qu'en droit comparé, c'est quelque chose qui a été pas mal travaillé ces dernières années. Je pense aux implants, la fameuse idée de comment, quand on implante une institution d'un droit étranger dans un droit nouveau, ce qu'on appelle ça la question des implants en droit, ou bien les concepts apocryphes. Et ça, la mondialisation en produit plein, c'est-à-dire des concepts, l'idée même de contrat d'ailleurs, l'idée même de contrat, elle paraît, c'est la plus évidente, c'est une des principales catégories juridiques. Eh bien, on se rend compte que le contrat pour la common law et le contrat pour droit civil, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, le travail du juge de common law et le travail du juge français sera pas du tout le même, parce que ce ne sont pas, dans le fond, bien sûr il y a une très grande similitude, mais c'est pas la même chose. Et donc en droit on a l'habitude de plus en plus on a l'habitude de travailler sur ce voyage des concepts juridiques et qui les déforme en partie. Et je crois qu'il faut agrandir le spectre en prenant ça aussi entre les sciences dures et le droit. Oui, alors je dirais qu'en particulier pour le numérique, parce que le numérique donne l'impression
d'être transposable partout. C'est l'effet monde du numérique, sauf que ça marche pas vraiment comme ça. Parce que il y a des communautés humaines, il y a des cultures humaines différentes, donc on ne va pas du tout utiliser les logiciels de la même manière, par exemple. Ou rien que l'idée de la délégation à la machine, ce qui nous a beaucoup frappé. Bon, ça a l'air de marcher pas mal en Occident parce que on a des mythes là-dessus depuis le golem jusqu'à 2001, l'Odyssée de l'espace. Rien ne nous garantit que cette délégation aux machines soit universelle. Rien du tout. Et donc, il faut faire attention en utilisant le numérique ailleurs. Alors, on peut prendre, par exemple, un exemple avec le concept d'information. Qu'est-ce que c'est qu'une information ? Il y a cette fameuse phrase de Galanter, qui est un grand juriste américain, et qui est devenue une vulgate aux États-Unis. Le droit est un système d'information. Voilà. Le droit est un système d'information. Quelque chose que n'achèterait pas un continental, encore moins un Français, pour lequel le droit, c'est bien autre chose. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le droit est un système d'information. Et d'ailleurs, les gens qui vont faire des algorithmes sur le droit vont se servir de la thèse de Galanter. Cette affirmation, c'est pas une thèse. Cette affirmation pour dire, si c'est un système d'information, c'est qu'il y a des émetteurs, c'est qu'il y a des récepteurs, c'est qu'il y a un voyage, c'est qu'il y a, etc. Il y a des tuyaux. Il y a des machines. Donc, il y a des machines. Et on assiste à ce phénomène qu'on a constaté plusieurs fois, mais qu'on voudrait continuer à travailler dessus, c'est qu'en réalité, les présupposés, les biais se trouvent le plus souvent dans les présupposés de la démarche. C'est-à-dire, le cerveau est un ordinateur, le cerveau de l'enfant est un merveilleux ordinateur, le droit est une machine. Donc, on va pouvoir le mettre en système d'autant plus facilement que c'est déjà une machine. C'est un système d'information. Et on voit à quel point ce travail de la transposabilité, il nécessite de faire un travail à la fois culturel, à la fois culturel et à la fois proprement épistémologique sur le sens des mots et le sens des concepts, parce que c'est vrai que le droit est aussi un système. On parle de système juridique. Je prends juste un exemple très très facile, l'expression d'intelligence artificielle qu'on entend tellement aujourd'hui, qui ne veut pas dire grand-chose. Quand on regarde son origine historique, intelligence artificielle, c'est artificial intelligence, donc c'est le renseignement mécanisé. Donc c'est pas tellement étonnant qu'aujourd'hui il y ait du Big Brother dans l'air. Il y a effectivement quelque chose qui vient de cette expression dans son sens originel. Bien qu'aujourd'hui, évidemment, ça se soit beaucoup transformé. Donc on dit intelligence artificielle, on ne sait pas très bien ce qu'on dit en fait. Est-ce que c'est du renseignement mécanisé ? Est-ce que c'est quelque chose qui décrit le fonctionnement intellectuel, disons cognitif ? Est-ce qu'on peut comparer ce fonctionnement ? Est-ce qu'on peut d'abord parler de la pensée humaine comme d'un fonctionnement ? Ça n'a rien d'évident. Et donc tout ça demande à être retravaillé. Et en tout cas, c'est une expression très belle pour ça, précisément parce que elle est pleine de sens et elle est complètement ambiguë. Alors, quatrième niveau, c'est le niveau procédural. Et au niveau procédural, finalement, la procédure, si c'est un ensemble de règles, elle n'est pas tellement universalisable, parce que c'est très précis. Mais si on dit que la procédure, c'est des principes, donc des principes, ils ont une réserve de sens qui leur permet de s'appliquer à des situations tout à fait inédites, et notamment à des produits numériques, à des résultats numériques. Alors, c'est très important parce que c'est quelque chose qui va se développer, et c'est, à mon avis, le coup de génie du rapport du Conseil d'État c'était 2015, non 2016, et pas... quoi ? Oui. Et le Conseil d'État fait un coup de génie, c'est qu'en fait, il ne cesse d'accoler des concepts procéduraux juridiques avec des réalités techniques. C'est la neutralité du net. C'est la plateforme loyale. Et dans le fond, son rapport, alors après il y a des solutions où on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est la manière dont il saisit les défis, les problèmes que pose le numérique, en associant, alors démarche typiquement, c'est typiquement de la forme symbolique là, pour le coup, parce qu'on associe une réalité machinique, scientifique, avec une valeur procédurale.
On va en trouver. Alors ça veut dire qu'en gros, et il y a on peut dire, la procédure, faut qu'il y ait une égalité des parties, faut qu'il y ait une impartialité. Alors quelle est l'impartialité de ce qui va être proposé par une machine qui analyse de la jurisprudence? Est-ce que il y aura une égalité des parties entre un citoyen ordinaire et une grande banque qui aura le moyen de se payer des services algorithmiques et qui pourra prouver des tas de choses? Surtout quand on sait que si on n'a pas respecté les stades antérieurs, on peut faire dire beaucoup de choses, je dis pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses et ça veut dire que la procédure ne peut pas ignorer ce qui sera produit par la machine. Ça, je crois que c'est tout à fait illusoire et c'est pas du tout souhaitable parce que la machine peut produire beaucoup de choses, mais elle doit être en mesure de procéduraliser ce qu'elle reçoit, de digérer avec ses valeurs à elle, la justice, impartialité, égalité des chances, transparence, etc., de façon à transformer des propositions scientifiques en des propositions procédurales. Oui, absolument. Peut-être qu'on va y venir tout à l'heure, mais c'est vrai que une analyse de jurisprudence, ça peut entraîner toutes sortes de biais. Comment réussir à constituer des catégories dans une jurisprudence? Comment vous allez réussir à comparer des décisions de justice entre des affaires qui sont peut-être semblables à vue de nez, mais le sont-elles vraiment? Donc tout ça pose toutes sortes de problèmes épistémologiques, parce que réussir à automatiser la constitution de catégories qui permettent de faire des mises en rapport est très compliqué. On le voit, moi je suis, je peux dire, payé par le CNRS pour le voir dans le cas de la linguistique. C'est-à-dire que réussir à constituer mécaniquement des catégories linguistiques, donc avec un matériau qui bouge tout le temps, plein de métaphores, etc., c'est absolument abominable. C'est vraiment très difficile. Donc, est-ce que c'est plus facile dans le cas du droit? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est possible, et puis il y a des exemples très très probants. L'exemple de la start-up belge qui je sais pas si tu la connais, qui a démarré très très tôt, et elle a mécanisé, elle a mis en série numérique toutes les décisions rendues en matière de propriété intellectuelle depuis 2000, français, anglais, chinois, et c'est... J'attends de voir les catégories. C'est possible, mais... Alors, elle fait un truc... après, on va y venir. Mais alors, c'est un outil absolument extraordinaire parce qu'elle permet de voir par secteur, par type de brevet, elle fait un travail. Mais ça ne veut pas dire qu'elle remplit pas un rôle prédictif. Ça, on anticipe sur la fin. Elle met une proposition dans le débat qui va ensuite être l'objet du débat, qui va être discuté. Mais qui va aussi modifier le débat. Complètement. Complètement. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que le fait d'utiliser une machine va effectivement complètement modifier l'usage de la jurisprudence. Et alors, la masse des décisions était tellement grande qu'en fait, ils ont mis en machine learning, ils ont éduqué des robots, des fermes à robots pour leur apprendre à mettre... Bon. Alors, ça veut dire aussi que pour contrôler ce que fait, c'est des gens très sérieux, très crédibles. J'ai rencontré en Belgique, c'est des gens vraiment très, très professionnels. Comment contrôler la contribution qu'ils feront et qui va devenir aussi, si vous voulez, c'est l'exemple, j'anticipe un peu sur la fin, mais il y a 30 ans, une échographie, c'était un truc extraordinaire, ça coûtait très cher, il n'y avait pas beaucoup d'appareils en France. Moi, je me souviens, dans les années 75, il y avait 2 ou 3 appareils en France, c'était bon. Maintenant, l'échographie, un accouchement sans échographie préalable, c'est quasiment une faute médicale, quoi. C'est pas possible, c'est inacceptable. Et je pense que j'anticipe, mais je me trompe peut-être, pour un certain nombre de contentieux comme la propriété intellectuelle, très particulier, se présenter devant un juge sans une expertise sur le dossier par une machine sera juste impensable. On dira, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes un zozo, vous n'avez pas fait votre... Bon. Alors, dernier point, dernière catégorie, qui n'est pas la moindre, c'est le niveau expérimental. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a des bonnes machines qui sont, sont clean au point de vue de la science, au point de vue scientifique, qui respectent bien, on les fait tourner et il est absolument indispensable de vérifier leur
ce à quoi, qu'est-ce qu'elles produisent. Qu'est-ce qu'elles produisent dans le monde vécu. Alors, le meilleur exemple, bien sûr, c'est le logiciel Compass sur les taux de récidive des... Bon, et le logiciel Compass, il produit des choses tout à fait indésirables, tout à fait contraires aux objectifs qui avaient été... bon. Donc, ça veut dire que il faut sans cesse réévaluer les machines, non plus au niveau par des critères internes de validité, mais au niveau expérimental qui doit nécessairement opérer une reprise épistémologique pour qu'est-ce qui n'a pas marché. L'exemple de Oui, Compass. Tout le monde l'exemple de Compass, oui. Alors, l'exemple de Compass, c'est un exemple très intéressant parce que c'est un logiciel qui marche, qui est en fonction, qui est utilisé. Et alors, c'est un logiciel qui établit des scores de récidive, des scores de probabilité de récidive. Et donc, quand quelqu'un est déféré devant la justice dans certains états, on calcule son score de possibilité de récidive. Et en fonction de cela, le juge doit prendre une certaine décision. Alors, il y a une ONG, je ne sais pas comment l'appeler, ProPublica, qui a fait quelque chose de merveilleux, vous pouvez le trouver sur Internet, ProPublica, qui a fait une évaluation de ce que donnait le logiciel Compass. Et ça donne des choses comme par hasard, ça surréprime les gens défavorisés, qui sont souvent des Noirs aux États-Unis, et ça épargne les gens favorisés. Mais alors, ce qui est intéressant dans le logiciel Compass aussi, c'est qu'il y a une prof, Madame Christin, qui est une Française d'ailleurs, qui est prof qu'on avait rencontré, tu te souviens, chez la police, le ministère de l'Intérieur, et en fait, elle est allée voir comment les juges appliquaient Compass. Et en fait, elle a découvert que les juges n'appliquaient pas Compass. Parce que beaucoup ne les appliquaient pas. Parce qu'ils disaient, nous, on est payé quand même tout notre métier, toute notre vie, ça a été de devenir juge pour appliquer la loi. On veut bien recevoir des instructions, mais si c'est pour renseigner une machine et puis appliquer ce que dit la machine, on n'est plus juge. Donc, c'est plus notre job. Et donc, en fait, on fait oui, on met 2-3 trucs et puis on décide comme on estime devoir le faire. Oui, et ça pose le problème des erreurs judiciaires qu'ils ont repérées. Ça pose le problème de la confiance que l'on a à la machine, dans le cas des juges, mais ça pose aussi le problème de la confiance que les justifiables vont avoir à l'égard de cette machine. Qu'est-ce que, après tout, il faut qu'ils aient le sentiment que justice a été rendue. Or, ça dépend vraiment de quelque chose de culturel. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on dira on veut être jugé par une machine parce que c'est impartial. Et il y a d'autres gens qui diront on ne veut pas être jugé par une machine parce que justement, on veut qu'il y ait un jugement humain. Donc tout ça est très compliqué. Et on voit bien que intégrer un logiciel dans la justice dépend de circonstances que l'on maîtrise extrêmement peu, extrêmement mal. Et qui varient d'un peuple à l'autre. C'est tout à fait frappant de voir qu'en matière judiciaire, les attentes d'un Britannique ou les attentes d'un Français ne sont pas du tout les mêmes à l'égard du système de justice. Dans un cas, être jugé avec justice, avec fairness, c'est d'avoir exactement la même peine qu'on soit à Hull, à Londres ou à Cambridge. Pour un Français, c'est que sa singularité soit prise en compte par les institutions. C'est exactement l'inverse. Et on retrouve ça dans tous les niveaux. Bon, alors pour conclure, vous voyez, ce qu'on a voulu faire, et c'est le programme de cette année, c'est de montrer que c'est la prise en compte de ces différents critères de validité pour reconnaître une sorte de dignité judiciaire à la légalité numérique. Eh bien, c'est d'opérer, c'est de sans cesse naviguer entre ces différents seuil de palier de validité de manière interactive et non successive. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire alors vous les matheux, vous nous dites si c'est bon ce que vous avez fait d'un point de vue strictement mathématique. Après vous nous passez le relais à des juristes qui vont dire d'un point de vue procédural. Non, ça ne peut pas marcher comme ça.
Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça doit nécessairement, et c'est pour ça que droit et mathématique ou droit et numérique, mais en prenant numérique dans son sens fort, eh bien c'est une collaboration, et c'est ce qu'a préfiguré d'ailleurs un peu notre travail tous les deux, et ce qu'on voudrait continuer dans ce séminaire, c'est que ce n'est que par ces interactions constantes, ces explications réciproques, cette explication de soi, voilà comment ça se passe dans la justice, voilà comment ça se passe pour les matheux, comment ça se passe pour les questions majeures que pose le numérique, qu'on pourra tirer le meilleur de l'informatique dans la justice. Oui, absolument, en se rendant bien compte que on est à une époque charnière, c'est-à-dire que on voit beaucoup de choses qui arrivent des États-Unis, donc dans une société très particulière, et on n'a pas la même histoire. Et donc à partir de ce moment-là, on doit aussi un peu raisonner autrement et mettre ensemble un certain nombre de choses. La représentation du cerveau, la représentation de la rationalité, pour parler de ça, pour un Anglais dans la tradition britannique de Hume, Locke, Adam Smith, etc., n'est pas du tout la même qu'en France. Oui, on a travaillé un tout petit peu sur le concept de mind. Ouais. Le concept anglo-saxon est extrêmement important, de mind, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir une traduction en français. Non, non. Le terme de mind en français, évidemment, on traduit par esprit, ça c'est facile. Mais en fait, quand on regarde un petit peu en détail, quand on lit les philosophes, on se rend bien compte qu'ils ont autre chose dans la tête que ce que nous avons. Par exemple, le fait qu'un juge anglais, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, peut se servir de la jurisprudence d'une certaine manière, implique un certain mind qui fait qu'il a quelque chose en commun avec un juge du passé qui a réussi à faire un jugement, alors qu'un juge français qui juge à partir de principes n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dans la tête de quiconque. Donc, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire. Ça lui est interdit. Voilà. Donc il ne peut pas citer la jurisprudence. Non, mais je pensais à ce qu'il y a dans la tête du législateur. Ah oui, du législateur, oui. Mais d'un autre juge, non. Un autre juge. Dans le meilleur des cas. On l'imagine à législateur. Voilà, absolument. Mais la recherche de l'intention. Bien sûr. En tout cas, même si c'est une tricherie. Bien sûr. Et c'est un mythe. Alors c'est un mythe, c'est encore une autre chose. On n'a pas abordé la question du mythe, mais en réalité, pour Internet, n'échappe pas à la règle. Il n'y a pas de raison sans mythe. Et il y a des mythes dans l'informatique qui sont extrêmement puissants, et qui sont d'autant plus puissants qu'ils sont non su, qui sont cachés. Que l'Internet se présente comme un monde entièrement rationnel et auquel il n'y a pas ces structures profondes du logos que sont le mythe. Voilà, on a été un peu long. Mais attends, juste pour finir sur une note amusante, c'est vrai qu'on parle beaucoup de notre bouquin parce qu'on est invité à droite à gauche, et il y a toutes sortes de gens qui sont complètement terrifiés, qui nous disent mais quand est-ce que les ordinateurs vont prendre le contrôle de nos vies ? Et on leur dit mais on n'est pas dans 2001 où c'est de l'espace, donc calmez-vous. Pourquoi une machine à écrire, ou comme je l'appelle une machine à réécrire, ce qui est un ordinateur, devrait prendre le contrôle de quoi que ce soit. Donc il y a toutes sortes de mythes là qui trahissent un désir qu'elles prennent en charge nos vies. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais.